Bonjour à tous, bienvenue sur la nouvelle séance de Prépare-toi, Maths 10. Nous allons voir aujourd'hui les deux quantificateurs qui sont utilisés de manière universelle en mathématiques, le quel que soit et le il existe. Donc le quel que soit qui s'écrit de A à l'envers et le il existe qui s'écrit de E à l'envers. Donc, commençons par la définition du quantificateur noté quel que soit. Le quel que soit, c'est un A à l'envers pour une notation qui vient de l'anglais, donc for all, le A de all, qu'on a inversé par symétrie horizontale. Et donc on tombe sur le quel que soit qui signifie donc quel que soit ou pour tout quelque chose. On va tout de suite prendre un exemple. Lors de la définition d'une fonction, quand vous avez une fonction qui est définie sur un ensemble de définitions qu'on va noter df et dont on vous donne une formule, dans ce cas-là, la formule est vraie pour tout x qui appartient à df. Donc on va écrire pour tout x appartenant à df, f de x est égal à la formule que vous avez, ln de x, exponentielle x, ce que vous voulez. On obtient la même définition pour les suites qui sont définies sous forme explicite. On vous donne dans ce cas-là pour tout n appartenant à grand N, cette fois-ci pas pour tout x appartenant à df, mais pour tout n appartenant à grand N, la forme explicite de la suite, c'est-à-dire quel que soit n appartenant à grand N, un est égal à quelque chose qu'on écrit souvent f de n, c'est-à-dire on utilise une fonction qui vous donne l'expression, par exemple, un égale n au cube plus 5n. Dans ce cas-là, f serait la fonction qui a x associe x au cube plus 5x. De la même manière, pour les suites qui sont définies cette fois-ci sous forme avec cette forme-là, donc on obtient une expression de un plus 1 qui s'exprime aussi pour tout n, c'est-à-dire pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 s'écrit en fonction de un, donc à nouveau f de un, attention ce n'est pas la même fonction f. Donc quel que soit n appartenant à n, un plus 1 s'écrit en fonction de un, par exemple pour une suite arithmétique, un plus 1 va être égal à un plus 17. Pour une suite géométrique, un plus 1 sera égal à 5 fois un. Et donc on obtient dans toutes ces définitions, on a besoin du symbole quel que soit, et donc plutôt que d'écrire pour tout x de df dans vos exercices, maintenant vous pourrez utiliser le quel que soit, et comme ça vous obtenez une écriture qu'avec des symboles. On arrive à exprimer une grande majorité des expressions en mathématiques grâce au symbole, grâce au quantificateur, quel que soit, et il existe. Il y a juste deux symboles mathématiques qui sont très utilisés en mathématiques, mais très maladroitement utilisé généralement au lycée, c'est le implique et le équivalent. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais mettez-moi des commentaires dans la vidéo si vous voulez une vidéo sur l'implique et le quel que soit. Je pense que ça peut faire du bien à pas mal de lycéens d'avoir une information claire sur ces éléments-là, qui font souvent l'objet en début de sup d'un morceau de chapitre qui leur est dédié. Donc le quantificateur noté E, de nouveau avec une symétrie cette fois-ci en verticale, le E pour existe, de nouveau en anglais, signifie il existe. Alors on va tout de suite voir des exemples où on a besoin de ce quantificateur. Si on revient dans le cours de seconde avec des vecteurs qui sont collinaires, même le cours de première et terminale, on revoit le concept de vecteur collinaire. Donc un vecteur U est dit collinaire à un vecteur V si et seulement si il existe une constante, souvent appelée lambda, appartenant à R, telle que U est égal à lambda.V. Donc vous voyez que la propriété de la collinarité nécessite l'emploi du il existe. Si on prend maintenant la propriété suivante, f s'annule sur son ensemble de définitions. Donc quand est-ce qu'une fonction va s'annuler? Une fonction va s'annuler si à un moment donné, elle vaut 0. C'est-à-dire, si et seulement si, il existe une valeur de x, qu'on va noter ici x0, ici il y en a deuxième x1 par exemple. Donc s'il existe un x appartenant à df, tel que f de x égale 0. Souvent pour dire que le x il est particulier, on lui donne un nom. Donc nous on pourrait par exemple l'appeler x0.
Et donc notre propriété, c'est il existe une valeur particulière telle que f de x0 est égal à 0. Attention, on ne parle pas d'unicité pour l'instant, on va y venir un petit peu plus tard dans la vidéo. Et donc pour l'instant, ici qu'il y en ait un, deux ou plusieurs, peu importe, tant qu'on arrive à prouver qu'il y en a au moins un. Donc il existe, ça veut dire au moins un. Si maintenant on vous dit, on définit une fonction qui est affine, alors une fonction va être affine, si et seulement si on arrive à trouver finalement une valeur a et une valeur b, telle que f de x est égal à ax plus b, m ou p, pour ceux qui préfèrent définir les fonctions affines en m ou en p. Donc si et seulement si, il existe a appartenant à R, il existe B appartenant à R, tel que pour tout x appartenant à R, f de x égale à x plus B. Remarquez qu'ici on enchaîne les quantificateurs. 2 il existe à la suite, vous allez voir ce qu'on va faire quand on a 2 il existe à la suite, et ensuite un quel que soit. Là, le quel que soit, c'est pour parler de la fonction, ça veut dire que la formule est vraie pour tout x de R, donc toute cette partie-là, c'est pour dire la fonction admet comme formule f de x égale à x plus b, et vu qu'il y a un a et un b qui apparaissent, il faut bien qu'il soit quantifié, et il suffit qu'il en existe un a et un b, pour que la fonction soit affine. D'une manière globale, hein, je me bats avec les élèves en première année avec ça, quand vous avez une expression, toute nouvelle variable doit toujours être quantifiée, et essayer au maximum de les quantifier en amont. Parfois, on oublie de les quantifier et on le fait après coup. C'est moins judicieux et vraiment toutes les propriétés, quand elles sont écrites dans des livres ou quand on essaie de les normaliser au maximum, on met tous les quantificateurs en amont et ensuite on a la fin de la propriété qui apparaît avec les expressions qui dépendent des paramètres qui ont été quantifiés avant. Alors pour nous entraîner, nous allons essayer d'exprimer un maximum de propriétés avec les quantificateurs. Je vous propose un premier exercice où on essaie de définir ce qu'est une fonction croissante sur son ensemble de définitions. Alors c'est quelque chose qui est encore délicat même en terminale, même si c'est une notion qui est vue pour la première fois en seconde. D'ailleurs c'est la première propriété où il y a des paramètres comme ça qui apparaissent dans la définition. Et donc une fonction est croissante si et seulement si, et c'est une propriété qui doit être vraie pour toute valeur a, pour toute valeur b de notre ensemble de définitions. Donc quel que soit a appartenant à df, quel que soit b appartenant à df, avec a inférieur à b. Alors cette propriété, nous allons le rappeler tout à l'heure justement quand on va se poser la question que faire quand il y a plusieurs quantificateurs à la suite. Ici on va pouvoir simplifier directement cette expression avec pour toute a inférieur à b dans df, signifie que a et b sont dans l'ensemble de définition et qu'en plus a est plus petit que b. Dans ce cas-là, je vais vous faire un schéma. Pour tout a plus petit que b, il faut que, pour que la fonction soit croissante, que f de a soit plus petit que f de b. Donc, f de a doit rester plus petit que f de b. Attention, cette propriété est exactement identique si on inverse les deux symboles inférieurs ou égal, c'est-à-dire si j'ai a qui est plus grand que b, c'est-à-dire ça revient à changer le rôle de a et de b, c'est-à-dire si j'ai a qui est plus grand que b, je dois avoir f de a qui est plus grand que f de b. Maintenant, la fonction f est décroissante sur df. De nouveau, on doit avoir la contrainte d'ordre des antécédents appartenant à df, et cette fois-ci, si la fonction est décroissante, toujours avec un a qui est plus petit qu'un b, je dois avoir f de a cette fois-ci qui passe au-dessus de f de b, c'est-à-dire que l'ordre est inversé. Donc l'idée de croissance, c'est que l'ordre est maintenu. L'idée de décroissance, c'est que l'ordre est inversé. Prenez ça vraiment comme définition de la croissance, de la décroissance, ça vous permettra vraiment d'éviter de faire des erreurs sur ces définitions. Donc vous voyez qu'on a besoin de quel que soit pour pouvoir définir la croissance et la décroissance d'une fonction. Donc pour ceux qui ont déjà vu le théorème des valeurs intermédiaires, souvent abrégé TVI, on va pouvoir exprimer le théorème des valeurs intermédiaires uniquement grâce à des quantificateurs. Alors pour cela, il nous faut quand même une notation qui est classique en classe préparatoire, mais qui est non vue au lycée, c'est qu'on appelle C entre parenthèses accroché, AB entre crochets, virgule R, l'ensemble des fonctions qui vont de l'intervalle AB à valeur dans R et qui sont continues.
ce qui est la contrainte finalement pour pouvoir utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Et donc dans ce cas-là, le théorème des valeurs intermédiaires va s'écrire de la manière suivante, c'est que quelle que soit la fonction que l'on choisit, qui soit continue d'un ensemble de définitions de segment AB, l'intervalle AB à valeur dans R, alors quel que soit M appartenant à f de A, f de B, il existe C appartenant à AB tel que f de C est égal à M. Donc, ceux qui ont vu le théorème des valeurs intermédiaires, vous devez l'avoir en tête à ce moment-là. Ça veut tout simplement dire que les valeurs prises, si je fais un schéma, j'ai A, j'ai B, j'ai ma fonction, et qui va finir comme ça d'ailleurs. Et dans ce cas-là, j'ai f qui va finir, pardon, faire plutôt un truc comme ça. Et donc j'ai f de A qui est ici, j'ai f de B qui est là. Et donc toutes les valeurs prises entre f de A et f de B sont forcément atteintes par la fonction, c'est-à-dire que je prenne cette valeur-là, il y a bien une valeur qui sera prise. Pour cette valeur-là, il y a un x qui existera, un c pardon, qui existera, tel que f de c est égal à la valeur m que j'aurais choisie. Alors je ne m'étends pas sur le théorème des valeurs intermédiaires, hein, c'est du cours de lycée. Ceux qui l'ont vu, vous devez le maîtriser. Ceux qui ne l'ont pas encore vu, attendez de le voir et vous reviendrez sur cette vidéo à ce moment-là. Donc vous voyez maintenant qu'on enchaîne des quels que soit avec des objets mathématiques plus ou moins compliqués, ici des fonctions, ici des éléments d'image, ici des antécédents. Petite précision, on entend M appartient à f de A, f de B. Vous voyez qu'ici f de A est plus grand que f de B. Or la convention pour les intervalles, c'est que la valeur la plus petite soit à gauche. Donc ici, pour éviter d'alourdir les éléments, je n'ai pas écrit quel que soit M appartenant à f de A, f de B ou f de B, f de A. Mais ce qui est plus juste, il existe même des écritures qui reprennent en fait le concept d'intervalle, mais où on laisse la liberté en fait d'écrire la valeur la plus grande à gauche. Maintenant, au lycée, on voit souvent le corollaire du TVI qui est la contrainte, le même théorème, mais cette fois-ci on rajoute une contrainte, c'est que la fonction soit strictement monotone. Donc on va juste rappeler maintenant ce qu'est une fonction monotone. F est monotone si et seulement si, pour tout A cette fois-ci strictement plus petit que B, appartenant à l'ensemble des F, f de A est strictement plus petit que f de B. Donc en fait, la seule différence entre la croissance et la stricte croissance, c'est que toutes les inégalités sont strictes. Tout simplement, une fonction est strictement croissante si elle conserve les inégalités strictes. Pour si une fonction est strictement décroissante, dans ce cas-là, cette inégalité reste A strictement plus petit que B, et en fait, la fonction échangera l'ordre de ces inégalités strictes. Et donc, la particularité maintenant du TVI, quand on rajoute la contrainte de stricte monotonie, c'est que dans ce cas-là, la situation là ne peut plus exister, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plusieurs antécédents pour petit m, on n'en aura qu'un, et il y a un symbole pour préciser cela, c'est le il existe avec un point d'exclamation derrière le il existe pour dire il existe un unique C appartenant à B tel que f de C est égal à M. Donc l'unicité pour l'existence se symbolise comme ça par un point d'exclamation derrière le il existe. Donc il y a plusieurs propriétés qui utilisent comme ça l'unicité. En tout cas, à chaque fois qu'il y a un il existe dans une propriété, la bonne habitude, le bon automatisme à avoir, c'est de se poser la question, est-ce que l'existence est une unicité ou pas? Parfois oui, parfois non. Mais en tout cas, ne laissez pas passer une chance de trouver une propriété particulière sans vous, disons, en vous posant la question de l'unicité, vous pouvez trouver dans ce cas-là certaines propriétés que d'autres ne trouveraient pas parce qu'ils ne se poseront pas cette question. Donc une remarque extrêmement importante, c'est que l'ordre des propositions a une importance.
On va le voir sur le premier exemple. Donc, je vous propose la propriété suivante. Il existe C appartenant à R, tel que quel que soit X appartenant à R, f de X est égal à C. Ceci signifie qu'on peut trouver un élément C qui sera valable pour tous les X. C'est-à-dire, pour tous les X, f de X sera égal à C. Si on prend un exemple, il existe un C appartenant à R, imaginons que ce C soit égal à 5. Dans ce cas-là, pour tout X appartenant à R, f de X est égal à 5. Ça signifie que f est une fonction constante. Alors que si maintenant j'échange l'ordre des deux propriétés, des deux propositions, pardon, je mets d'abord le quel que soit X appartenant à R, il existe C appartenant à R tel que f de X est égal à C. Donc on peut prendre n'importe quel X, on trouvera toujours un C tel que f de X est égal à C. Oui, le C est l'image de X par F. Ceci est toujours vrai. C'est-à-dire, ça n'implique rien sur la fonction f, cette expression est toujours vraie. Donc dans un cas, ça implique que la fonction est constante, dans l'autre cas, ça ne donne aucune indication sur la fonction, parce que c'est une propriété qui sera vraie pour toute fonction f. Donc nous allons voir des règles vis-à-vis des symboles il existe et quel que soit qui se suivent. Première règle, c'est si on a deux propositions en quel que soit qui se suivent, dans ce cas-là, on peut échanger l'ordre de ces propositions sans changer le sens de la phrase mathématique que l'on vient d'écrire. Ce qui est vrai pour les quel que soit est aussi vrai pour les il existe. Si on a deux il existe à la suite, on peut intervertir leur ordre, ça ne changera pas le sens de la propriété mathématique qu'on est en train d'écrire. En revanche, dans le cas général, échanger l'ordre d'un il existe avec un quel que soit ou d'un quel que soit avec un il existe, dans ce cas-là, changera la signification de la propriété. On va le voir en fait dans une particularité, quand on va avoir deux quel que soit où il existe, on pourra même les fusionner, vu que les intervertir leur sens ne change pas le sens de la signification de la propriété mathématique. Par exemple, pour les fonctions affines, plutôt que d'écrire il existe A appartenant à R, il existe B appartenant à R, on pourrait dire il existe B appartenant à R, puis il existe A appartenant à R, et on va fusionner cette écriture en il existe A, B appartenant à R, qui signifie exactement la propriété du dessus, sauf de manière plus synthétique. Et vu qu'il n'y a pas d'ordre, on peut ici le mettre en une seule fois. Il existe BA ou il existe AB appartenant à R aura exactement la même signification. Donc nous allons mettre en pratique les éléments que l'on vient de voir dans l'exercice 2.7. Donc je vous demande, vous pouvez mettre sur pause et essayer de donner une réponse à cette question. Écrire avec des symboles, avec les quantificateurs, quel que soit il existe, la définition d'une suite arithmétique. Donc une suite arithmétique, alors attention à cette définition qui est extrêmement souvent mal traitée par les élèves au lycée. On n'utilise pas le mot raison dans cette définition, c'est après coup, après la définition qu'on utilise le mot raison. Donc une suite UN est arithmétique si et seulement si il existe R appartenant à grand R, tel que, pour tout n appartenant à grand N, un plus 1 est égal à un plus R. Et vu que maintenant on a dit une suite arithmétique s'il existe un nombre R, en termes que vocabulaire, on peut dire que ce nombre R est particulier pour la suite U et s'appelle la raison de la suite. D'ailleurs, cette définition sous-entend que R est unique. D'ailleurs, quand on dit la raison, c'est qu'il n'y a qu'une seule raison. On peut essayer de donner la même définition pour une suite géométrique. Donc, il existe Q appartenant à R, tel que quel que soit n appartenant à grand N, un plus 1 est égal cette fois-ci à Q fois un. On peut aller chercher aussi dans le monde des fonctions, par exemple, si je vous dis une fonction f est strictement supérieure à une fonction g sur leur ensemble de définitions communs. Alors on peut comprendre de deux manières cette phrase, en tout cas certaines personnes vont peut-être la comprendre d'une autre manière. C'est dans un cas f arrive à être strictement plus grande que g, c'est-à-dire que, en prenant de nouveau un schéma, on pourrait avoir une fonction f qui fait ça et qui est temporairement supérieure à une fonction g.
Dans ce cas-là, ce serait il existe un x0 appartenant à df tel que f de x0 est strictement plus grand que g de x0. En revanche, si vous comprenez la définition que je viens de donner sous le terme suivant, c'est que la fonction f est toujours strictement plus grande que la fonction g. Dans ce cas-là, ce n'est pas un il existe, mais c'est un quel que soit x. Dans ce cas-là, pas x0. x0, c'est quand on donne un nom à une valeur particulière. Donc, quel que soit x appartenant à df, f de x est strictement plus grand que g de x. Je vous propose de traiter maintenant un nouvel exercice. On vous demande est-ce que la fonction ln vérifie la propriété suivante, que quel que soit x appartenant à 0 plus infini, la fonction ln, donc les images par la fonction ln de x est strictement positive. Donc si on prend une esquisse de la courbe de la fonction ln, on voit que la fonction ln n'est pas strictement positive pour tout x appartenant à R+, parce qu'il existe une valeur qui fait au moins une, même une infinité dans ce cas-là, qui fait que la fonction ln n'est pas strictement positive tout le temps. Si on se pose la question pour la fonction exponentielle, attention, il faut bien lire la propriété qui dit qu'on n'est que de 0 à plus l'infini. Donc la fonction exponentielle qui fait ça sur 0 ouvert plus l'infini, est bien elle strictement positive. Donc la fonction exponentielle, lui, si je prends la fonction carré, dans ce cas-là, la fonction carré n'est pas toujours strictement positive si on la prend sur R. Donc pour tout x appartenant à moins l'infini plus l'infini, ce ne serait pas vrai à cause de 0. Mais comme on est sur 0 ouvert plus l'infini, dans ce cas-là, c'est une parabole. Et la parabole est strictement positive parce qu'on exclut 0. Donc la propriété est vraie pour exponentielle pour la fonction carré, mais pas pour la fonction ln. Si on vous demande est-ce qu'une suite géométrique de raison q égale moins 1 vérifie la propriété suivante, il existait appartenant à grand N, tel que pour tout n appartenant à grand N, un plus t est égal à un. Alors c'est une définition d'un type particulier de suite qu'on appelle des suites t périodiques. On peut se poser la question, est-ce qu'il va exister une suite géométrique et une valeur de t telle que pour tout n, un plus t sera égal à un. Alors la particularité des suites géométriques de raison moins 1, c'est si on trace les éléments, en fait, les termes, on va prendre un u0 par exemple qui est positif. Dans ce cas-là, u1 sera égal à q fois u0, c'est-à-dire à moins u0. Puis pour u2, ce sera encore fois moins 1, et donc cette fois-ci u0, puis moins u0, puis u0, puis moins u0, puis u0, et ainsi de suite. Et donc, est-ce qu'il existe une valeur de t telle que pour tout n, un plus t sera égal à un? Et alors, quoi qu'il arrive, n est égal à 0, t égale 0 pardon, fonctionne toujours, parce que dans ce cas-là, on a pour tout n, un qui est égal à un. Si on ajoute la contrainte, est-ce qu'il existe un t différent de 0 tel que un plus t est égal à un? Dans ce cas-là, t est égal à 2 convient. Parce que pour t est égal à 2, on a bien un plus 2 qui est égal à un, pour tout n. Un plus 2, celui de 2 rangs après, qui est égal à un. D'ailleurs, t est égal à 4 convient aussi, t est égal à 6 convient aussi, et ainsi de suite, toute valeur paire sera solution au problème. Si maintenant on se pose la même question avec une suite arithmétique de raison R non définie, dans ce cas-là, on souhaite que un plus t soit égal à un. Or, on sait que pour les suites arithmétiques, un est égal à up plus n moins p fois r. Et donc si à la place de n, j'utilise n plus t et à la place de p, j'utilise n, pour avoir finalement à gauche et à droite mes deux éléments ici, j'obtiens que un plus t est égal à un plus, dans ce cas-là, n plus t, c'est la valeur de n, donc j'ai n plus t, moins p qui est la valeur de n ici, c'est-à-dire moins n fois r.
Et donc j'obtiens un plus t qui vaut un plus cette expression-là. Si je veux que pour tout n, un plus t soit égal à un, il faut que cette expression-là soit nulle, et donc que cette expression soit nulle vu que c'est un produit, vu qu'elle doit être nulle pour toute valeur de n. On voit que les n ici se simplifient, il reste t fois r. Donc soit t est nul, ce qui est exclu si on rajoute une astérisque sur le n, c'est-à-dire si on exclut 0 pour les valeurs possibles pour grand t. Et dans ce cas-là, cette propriété ne sera pas vraie dans le cas général. Par contre, elle sera vraie seulement si r égale 0. C'est-à-dire si la suite est une suite arithmétique de raison 0 qui a un nom particulier, on appelle ça des suites constantes. Donc si la suite est constante, dans ce cas-là, elle vérifiera la propriété. Si la suite n'est pas constante, c'est-à-dire si r est différent de 0, aucune suite arithmétique de raison différente de 0 ne valide cette propriété. Nouvel exercice, je vous propose d'essayer de traduire ce que signifie une proposition à propos de deux fonctions f et g qui sont définies sur R. Donc si on vous dit il existe un x appartenant à R tel que f de x est égal à g de x, ça signifie que il existe un x. Alors ici, je vous ai dit quand on définit une valeur de x, on peut aussi l'appeler x indice 0 pour faire la distinction entre un quel que soit x et un il existe x. Donc il existe x0 tel que les deux images pour la fonction f et la fonction g sont identiques. Ça signifie que les courbes de f et les courbes de g se croisent au point d'abscisse x0. C'est-à-dire que les deux courbes, alors si j'utilise C indice f inter C indice g, est différent de l'ensemble vide, c'est-à-dire qu'il y a bien un point d'intersection entre les courbes de CF et de CG. Si maintenant je prends la même définition, la même propriété, et je change le il existe en quel que soit. Si je vous dis cette fois-ci que quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à g de x, ça veut dire que pour tout x, les images de f et de g sont identiques. Ça oblige pour ce x à ce que f et g soient identiques, pour ce x à ce que f et g soient identiques, et en fait ça va être vrai pour tout x, et donc la courbe de f est égale à la courbe de g, et en fait les deux fonctions sont égales. Alors je vais faire quelque chose ici que je fais spécifiquement en classe de MPSI, c'est on utilise cette fois-ci une nouvelle égalité, mais cette fois-ci une égalité fonctionnelle. C'est la fonction f qui est égale à la fonction g. Donc c'est le symbole égal défini sur un nouvel objet. Alors, il est très fréquent d'utiliser finalement des symboles plus, fois, moins, égal, et ainsi de suite, supérieurs sur de nouveaux objets mathématiques. Certains professeurs n'insistent peut-être pas suffisamment sur ça, moi j'insiste énormément en tout cas, en donnant carrément des noms aux nouveaux symboles. Au fur et à mesure on abandonne les nouveaux noms, c'est-à-dire que le égal fonc va disparaître au cours de l'année parce que les élèves vont être du coup attentifs à ça. Mais il est vraiment important de ne pas se tromper sur la nature d'un objet, la nature d'un symbole, et avoir un symbole spécifique en précisant la nature des objets en lien. Par exemple, si je dis qu'une suite U est égale à une suite V, eh bien, je vais pouvoir dire que U est égal à V, et de nouveau, ce sera un nouveau symbole. Une matrice A est égale à une matrice B, on utilise encore le symbole égal, mais cette fois-ci, ce n'est pas la même définition du symbole égal. Alors, nouvel exemple. Si on vous dit il existe x et x' appartenant à R tel que f de x est égal à g de x'. Personne ne vous dit que les deux x sont égaux, alors ça c'est de nouveau une remarque générale. Quand vous devez effectuer un schéma pour essayer de comprendre ce qui se passe, évitez de prendre des cas particuliers. On ne doit pas les oublier que le x peut être égal à x' potentiellement, mais pas forcément prendre des cas particuliers. Donc j'ai un x et j'ai un x', et j'ai l'image par f pour ce x qui est égal à l'image par g. Donc la courbe de f passe par ce point, la courbe de g passe par ce point. Courbe de g, courbe de f. Donc ça veut juste dire que la fonction f et la fonction g arrivent à un moment donné à avoir la même image. Ce n'est pas forcément dire que les courbes se croisent. D'ailleurs, là j'ai pris un exemple où les courbes ne se croisent pas, ou elles pourraient très bien se croiser mais ailleurs. On sait juste que les deux fonctions atteignent une même valeur à un moment donné, chacune de son côté.
C'est comme si deux personnes sur des performances sportives disaient ben voilà, moi j'ai atteint par exemple telle performance sportive, ben moi aussi, pas forcément le même jour, mais ils ont atteint la même performance à un moment donné. Donc si cette fois-ci, je vous propose, il existe x appartenant à R, cette fois-ci tel que f de x est différent de g de x. Ça va nous permettre d'introduire le grand 3. Donc il existe un x, de nouveau je vais l'appeler x0, tel que f de x0 pour f n'est pas la même valeur que pour g. C'est juste dire que les deux courbes, à un moment donné, ne passent pas par le même point. Et vous allez voir que ceci, on peut le voir d'une autre manière, et va être la définition qui va nous amener au grand 3, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va pouvoir prouver qu'une affirmation est fausse. Quand notre affirmation c'est un quel que soit, et on va voir comment on va pouvoir définir ce qu'est ne pas être une fonction affine, ce qu'est ne pas avoir de point d'intersection, ce qu'est ne pas être égal. Et il y a une règle à suivre qui est assez simple et qu'on va voir dans le grand 3. Ce qu'on vient de voir ici, c'est exactement le contraire de la propriété numéro 2 qui était que les deux fonctions sont égales. Donc ceci, c'est le contraire de f égale fonc g. Si f égale fonc g, ben justement, les deux fonctions sont identiques et donc il n'y aura aucune valeur pour lesquelles les deux fonctions seront différentes. Et si il existe un x0 tel que f de x est différent de f de x0 est différent de g de x0, la fonction f ne pourra pas être égale à la fonction g. Donc il y a bien équivalence entre le contraire de f égale g et cette propriété-là. Nous allons voir dans le grand 3 comment montrer qu'une affirmation est fausse et d'une manière générale définir le contraire d'une propriété. Alors, je vous propose l'activité suivante, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. On vous demande d'énoncer les propriétés suivantes, c'est-à-dire le contraire d'une fonction croissante. Attention, tous ceux qui pensent que le contraire d'une fonction croissante est une fonction décroissante se trompent à cause des fonctions non monotones. Énoncer la propriété la suite n'est pas arithmétique. Dans ce cas-là, à nouveau, ceux qui imaginent que si une suite n'est pas arithmétique, elle est géométrique comme je peux l'entendre bien trop souvent, c'est évidemment faux. Il y a plein de suites qui sont ni arithmétiques ni géométriques. Vous prenez la suite de vos notes depuis le début de votre scolarité, la suite des températures extérieures annuelles sur un siècle, aucune de ces suites ne sera ni arithmétique ni géométrique. Je vous laisse essayer et nous allons d'abord voir une propriété intermédiaire qui nous permettra de répondre finalement à ces questions. Et la propriété est la suivante. Pour faire la négation d'une propriété, si elle s'exprime par un quel que soit x, le contraire de pour tout x, a est vrai, c'est que, on ne peut pas dire que c'est vrai pour tout, c'est qu'il en existe un pour laquelle la propriété est fausse. Donc le contraire d'un quel que soit x appartenant à E, A est vrai, E un ensemble quelconque, x un élément de cet ensemble, c'est il existe x appartenant à E tel que A est fausse. Donc le contraire d'un quel que soit, c'est un il existe avec ce qui est derrière, qui est inversé. De la même manière, si on vous dit il existe un élément tel que A est vrai, c'est que, et qu'on vous dit que cette propriété, on veut l'inverser, c'est-à-dire qu'elle est fausse, c'est qu'on ne peut pas trouver un x, c'est-à-dire que quel que soit le x qu'on prendra, on ne pourra jamais avoir A qui est vrai, c'est-à-dire que A est fausse. Donc le contraire de il existe x appartenant à E tel que A est vrai, et quel que soit x appartenant à E, la propriété A est fausse. Donc on va mettre ça en œuvre dans les exemples. Donc l'idée c'est de toujours partir de la définition. Là j'ai rappelé la définition d'une fonction croissante. Donc une fonction f est croissante si quel que soit x appartenant à AB quel que soit A plus petit que B appartenant à df, f de A est plus petit que f de B. Et donc on effectue la négation. La négation, on part de la gauche. La négation du quel que soit A inférieur à B, ce sera un il existe A inférieur à B, toujours appartenant à df, il n'y a aucune raison de changer ça. Et il faut que ce qui est derrière soit faux, c'est-à-dire f de A n'est pas plus petit ou égal à f de B, et donc le contraire de f de A inférieur ou égal à f de B, c'est f de A strictement plus grand
que f de b. Et donc on obtient une fonction n'est pas croissante si on trouve un a plus petit qu'un b, tel que f de a est strictement plus grand que f de b. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que soit la courbe que vous faites passer par ces deux points, ce ne sera jamais la courbe d'une fonction qui est croissante. Donc une fonction est décroissante, pardon, justement pas. Une fonction n'est pas croissante s'il existe a inférieur ou égal à b, tel que f de a est strictement plus grand que f de b. Nous allons revenir donc sur le deuxième point de l'activité, montrer cette fois-ci, définir ce qu'est une suite non arithmétique. Donc on va faire la négation de la propriété de un est arithmétique, c'est-à-dire quand il existe un nombre r, tel que pour tout n un plus 1 est égal à un de tout plus r. Donc nous partons du début, notre propriété est un il existe, donc la négation sera un quel que soit r appartenant à grand R, et on fait la négation de tout ce qui est derrière. Or, tout ce qui est derrière est une propriété en quel que soit n appartenant à grand N. Donc, on va faire le contraire de cette propriété. Donc, le contraire d'un quel que soit n appartenant à n est un il existe n appartenant à grand N tel que, et on fait la négation de ce qui est derrière. La négation de ce qui est derrière est une égalité, et le contraire d'une égalité est un différent. Donc une suite n'est pas arithmétique si, quel que soit R appartenant à grand R, il existe un n appartenant à grand N tel que un plus 1 différent de un plus R. Alors, vous voyez que tout n'est pas forcément simple, c'est une habitude à prendre que d'arriver à faire une négation d'une propriété. C'est un savoir-faire important en classe préparatoire, vous allez avoir du temps pour vous habituer. Essayez, autant que faire se peut, quand vous avez des propriétés dans votre cours, d'essayer de les écrire avec des quantificateurs et de vous poser la question, quand il existe, est-ce qu'il y a unicité ou pas, et si vous arrivez à essayer d'en faire une négation, ce qui vous permettra de vous entraîner sur la dernière capacité qu'on a vue aujourd'hui. Je vous remercie pour votre écoute. La semaine prochaine, nous ferons une introduction au polynôme d'interpolation de Lagrange, qui est un concept purement vu en classe préparatoire, mais nous avions vu dans une leçon précédente comment trouver finalement une parabole, une fonction qui passait par 3 points. Nous avions trouvé une parabole. Je vous avais annoncé à ce moment-là qu'on verrait une généralisation de ce concept-là. Donc la semaine prochaine, on se posera la question, si je vous donne 5, 10, 15, 20 points sur un repère, est-ce qu'il existe une fonction qui passe par ces points? Et si oui, comment faire pour trouver une formule la plus simple possible? Je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine.